Géopolitique le MAG, Steve Nadjar, Radio J. Daniel Saada, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplomate israélien et vous avez notamment été ambassadeur par intérim d'Israël en France en 2021. Avant de revenir avec vous dans le détail, Daniel Saada, sur les objectifs militaires de l'État hébreu dans cette guerre et sur les tractations diplomatiques en cours, notamment concernant le sort des otages, un mot d'abord plus général, si vous le permettez, sur cet événement du 7 octobre. Diriez-vous, comme certaines voix, que c'est peut-être la plus grande épreuve pour l'État d'Israël depuis sa création en 1948 ? Oui, en effet, ce sont les mots qui sont utilisés actuellement. On a eu tendance à comparer avec la guerre de Kippour, d'abord à cause de la date, ensuite à cause de l'effet surprise, mais on comprend aujourd'hui que l'ampleur de cet événement nous fait beaucoup plus penser à ce que nous avons traversé au moment de la guerre d'indépendance et non pas au moment de la guerre de Kippour. Entre autres à cause de la dimension perte humaine. Je rappelle qu'au moment de la guerre, pendant la guerre d'indépendance, nous avons perdu presque 2% de la population de l'époque. L'ampleur des victimes civiles que nous avons eues ce 7 octobre noir nous rappelle l'ampleur de ce désastre humain avant tout, mais également le sens profond de ce qu'a représenté cette attaque. Il ne s'agit pas simplement d'une opération militaire, il ne s'agit pas simplement d'un coup d'éclat du Hamas, il s'agit bel et bien de l'expression de la tentative de nous empêcher de vivre sur notre terre, exactement comme en 1948, au moment où nous avons créé notre État, 5 pays arabes, 5 armées régulières de pays arabes ont tenté de tuer dans l'œuf l'embryon de l'État que nous étions en train de créer. Nous sommes sur le même registre, je pense. Et donc, ça implique nécessairement une réponse d'un autre style, d'une autre force que celle qui pourrait avoir été donnée dans les précédentes opérations contre le Hamas ces 10 ou 15 dernières années. J'ai presque envie de vous dire que justement parce que la réponse n'a pas été à la hauteur dans les précédentes opérations, que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation. Et je crois que les 1350 victimes, les 222 otages, la centaine de disparus, les milliers de blessés appellent toutes les consciences de ceux qui ont aboyé, je ne trouve pas d'autre terme, pendant les précédentes opérations pour nous empêcher de mener à bien notre combat contre l'obscurantisme du Hamas. Il a fallu attendre, je l'ai souvent dit depuis le 7 octobre, nous nous confrontons au Hamas depuis plus de 30 ans. Cela fait plus de 30 ans que nous avertissons le monde libre du danger du Hamas, mais le monde ne l'a découvert que le 7 octobre. Il a fallu passer par ces 1350 victimes, il a fallu passer par ces carnages, par ces atrocités, pour qu'enfin les dirigeants occidentaux, le président des États-Unis, le président de la France, le chancelier allemand, etc., comprennent l'ampleur du danger que représente le Hamas. Hier soir, Benjamin Netanyahou a utilisé lors de son allocution télévisée le mot de merdal pour qualifier l'échec des politiques et des militaires à empêcher l'attaque du Hamas, un terme qui est très chargé historiquement en Israël puisqu'il renvoie à un autre échec que vous évoquiez il y a quelques instants, Daniel Saada, celui de l'attaque surprise du 6 octobre 1973, au point de départ de la guerre du Kippour. Cette guerre a eu des effets sur la durée. D'abord sur le plan politique avec l'arrivée au pouvoir en 1977 de Menachem Begin, donc de la droite, mettant fin ainsi à la domination de la gauche et du Mapai en particulier, et puis sur le plan diplomatico-sécuritaire, avec les accords de Camp David avec l'Égypte de Sadat en 1978. Daniel Saada, est-ce que vous diriez que l'effet de souffle de l'attaque du 7 octobre 2023 se fera elle aussi sentir sur le long terme en Israël et peut-être dans la région ? Encore une fois, la comparaison avec la guerre de Kippour est très particulière. Comparaison n'est pas raison, nous le savons. La guerre de Kippour, c'était une guerre entre les armées régulières de 2 pays qui nous ont attaqués, la Syrie et l'Égypte. C'était une guerre difficile, c'était une guerre compliquée, mais c'était une guerre, si vous me permettez l'expression, conventionnelle. C'était une guerre entre des armées, entre des militaires, entre des soldats, avec des enjeux stratégiques. Ici, nous ne sommes pas en guerre avec le peuple palestinien. Nous sommes en guerre avec une organisation terroriste qui relève exactement du même objectif, des mêmes desseins, des mêmes buts que ceux qui étaient ceux de l'État islamique, ceux de Al-Qaïda ou ceux du GIA ou du FIS en Algérie dans les années 90. Qu'est-ce qu'on a fait
précédemment. Qu'est-ce qu'on a fait pour régler les problèmes? On les a éliminés. L'Algérie n'aurait pas pu se relever s'il n'avait pas réglé la question des groupes terroristes et fondamentalistes qui semaient la terreur en Algérie. Je pense que tout le monde en France connaît bien l'Algérie. Si l'Algérie ne s'était pas lancée dans cette guerre sans merci pour éliminer le FIS et le GIA, l'Algérie n'existerait plus aujourd'hui. Nous avons exactement le même défi. De la même manière que les États-Unis se sont lancés avec une coalition internationale, dont la France, dans une guerre contre Al-Qaïda, et ils ont gagné cette guerre. De la même manière que la guerre a été lancée contre l'État islamique, qui a fait d'ailleurs beaucoup moins de victimes civiles que n'a fait le Hamas ce 7 octobre, plus les années précédentes, parce que je le répète, le Hamas ne s'est pas lancé dans ses attaques contre Israël le 7 octobre. Le 7 octobre, c'était ce pogrom que nous connaissons, dont nous découvrons au fur et à mesure l'ampleur. Je crois que personne d'entre nous n'a encore la vision exacte et totale de ce qui s'est passé pendant ces heures sombres, ces heures noires du 7 octobre. Nous avons eu énormément de témoignages, mais je peux vous assurer que nous sommes encore très loin de la vérité, nous sommes très loin de la réalité, parce qu'elle est tout simplement innommable, elle est tout simplement irracontable, elle est tout simplement inenvisageable. La cruauté, la barbarie, la mise en scène de cette barbarie, la joie, la perversité avec laquelle les terroristes du Hamas ont perpétré ces actes les plus abjects, nous n'en avons pas encore toute la conscience. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés exactement au même défi. Et pour pouvoir envisager l'onde de choc, les effets de l'onde de choc que vous évoquiez, de savoir si dans quelques mois, dans quelques années, nous pourrons, comme après la guerre de Kippour, envisager d'ouvrir des négociations, ouvrir la page, ouvrir une nouvelle page. Nous n'avons pas d'autre choix que de trouver la solution pour éliminer le Hamas et pour éliminer sa capacité de nuisance. Alors ce matin, pour poursuivre cette réflexion sur la perception israélienne de cette menace avant le 7 octobre et depuis, ce matin, Benny Gantz, qui est membre désormais du cabinet de guerre israélien et ancien ministre de la Défense, a assuré qu'il assumait lui aussi une part de responsabilité dans cet événement. Pourquoi, Daniel Saada, selon vous, une telle attaque paraissait-elle, semble-t-il en tout cas, inconcevable pour la plupart des responsables israéliens, en tout cas dans cette ampleur et avec ce niveau de barbarie? On parle en anglais de misconception, d'appréhension erronée de la réalité. Qu'est-ce qui a manqué selon vous dans l'analyse israélienne, alors qu'il y a encore des images? La chaîne 12, la 12e chaîne de télévision israélienne, a publié des images qui montraient, il y a 4 semaines, une préparation effective des commandos terroristes du Hamas à la frontière. Toutes les défaillances militaires et stratégiques reposent, comme vous venez de le dire, sur une mauvaise appréciation de ce qu'on appelle le concept de sécurité. Dans tous ces domaines, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais je sais, comme vous le savez, que dans toutes les situations, les préparatifs, la disponibilité que nous avons à affronter des situations repose d'abord et avant tout sur une conception, ce qu'on appelle la conception de sécurité. Tous les éléments sont pris en compte, on établit une sorte de schéma et sur la base de ce schéma, on envisage un certain nombre de scénarios et on s'y prépare. Donc incontestablement, exactement comme avant la guerre de Kippour, il y avait eu une altération très profonde de la conception de sécurité de l'époque, puisque l'ampleur de la victoire de 1967 et l'ampleur de la défaite des armées arabes de 1967 avaient conduit l'establishment israélien à penser qu'il aurait fallu des années avant qu'il ne se relève de cette défaite, ce qui avait conduit une sorte de confiance de confiance en soi beaucoup trop importante. D'hubris. Oui, exactement, qui a conduit à mal analyser les éléments qui pourtant parvenaient exactement comme ont été mal analysés les éléments que la chaîne N12 a publiés hier soir, mais dont nous avons de plus en plus de témoignages. Donc incontestablement, il y a eu ici une défaillance à la base même de ce qu'on appelle la conception de sécurité, mais également il y a eu une série de défaillances tactiques sur toute la chaîne
d'appréciation et de mise en place du dispositif de sécurité. Vous savez, nous avons conduit des travaux très importants après le désengagement de Gaza en juillet 2005 pour mettre en place cette clôture de sécurité truffée d'électronique. Donc nous avions la conviction qu'elle était quasiment infranchissable, mais la conjonction d'une attaque cyber de grande envergure, avec le lancement de centaines et de centaines de missiles sur les localités du sud et du centre d'Israël, je le rappelle, concomitamment à l'intrusion de ces groupes terroristes, eh bien cela suffit pour permettre l'entrée de ces terroristes sur le territoire israélien et les exactions que nous savons. Mais le deuxième élément qui repose sur l'ampleur des exactions, leur barbarie, je crois que personne n'y était préparé. Je pense que personne ne pouvait envisager que des êtres humains puissent à ce point commettre des atrocités de cette envergure. Personne ne pouvait l'envisager parce que c'est tout simplement innommable, inimaginable, mais malheureusement, les terroristes du Hamas nous ont prouvé qu'il n'y a strictement, de leur point de vue, aucune limite dans la barbarie, aucune limite dans la sauvagerie. Alors cette sauvagerie inouïe, Daniel Sada appelle forcément une révision, un réexamen du concept de sécurité vis-à-vis de la bande de Gaza que vous expliquez à l'instant. Est-ce que ça implique également, de votre point de vue, de revoir avec un autre regard, un autre œil, le départ israélien de 2005 de la bande de Gaza décidé par Ariel Sharon? Est-ce qu'on a peut-être mal apprécié les conséquences pérennes de ce départ israélien, même s'il semblait nécessaire à l'époque à l'exécutif israélien, sur ses conséquences sécuritaires, notamment pour les habitants du pourtour de cette bande de Gaza? Je crois qu'il appartient à tous les observateurs, les historiens, les hommes politiques, les journalistes et chacun des citoyens israéliens d'apporter son appréciation sur le bien fondé du désengagement de Gaza en 2005. Mais pour répondre à votre question, et non pas pour l'esquiver, pour répondre à votre question, je préfère y réfléchir différemment. Je préfère plutôt essayer de comprendre comment la perspective de ce qui s'est passé en 2005 avec le désengagement israélien de Gaza, et ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui s'est passé depuis 2005 jusqu'en 2023, et ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, comment cela va pouvoir influencer, comment cela va impacter ce que nous pourrons faire dans l'avenir. Et je crois que c'est là le réel enjeu de la question que vous posez. Parce que pour nous, Israéliens, ce qui s'est passé, les horribles déclarations du secrétaire général de l'ONU qui essaye de trouver une justification aux actes du Hamas. Antonio Guterres. Antonio Guterres, quand il parle du fait que les actes du Hamas ne se sont pas déroulés dans un vacuum politique. Nous sommes, vous savez quoi, j'ai presque tendance à être d'accord avec lui. Ce n'est pas un vacuum politique, c'est un vacuum dans lequel Israël a tenté de faire la paix avec Gaza. Parce qu'il faut rappeler que le territoire de Gaza, non seulement a été désengagé de toute présence israélienne civile ou militaire à l'été 2005, cela veut dire presque 20 ans qu'il n'y a pas un seul Israélien. Quand on entend parler de l'occupation de Gaza, c'est tout simplement un mensonge, c'est inexact au plan factuel. Mais je rappelle qu'à partir de 1995, Gaza est le premier territoire à avoir bénéficié des accords d'Oslo. Lorsque nous avions signé les accords d'Oslo avec Arafat, lorsque nous avions mis en place l'autorité palestinienne, cette autorité palestinienne a commencé à Gaza. Arafat a quitté Tunis en mars 1995 pour se rendre à Gaza. Il s'est établi à Gaza, sa villa était à Gaza. Gaza a été désengagé déjà de la plupart des infrastructures israéliennes, y compris civiles et militaires, en mars 1995. Ce qui veut dire qu'entre 1995 et 2005, il ne restait que 9 localités israéliennes à Gaza et 2 campements militaires. Cela représentait 3% du territoire de Gaza. 97% de Gaza était entre les mains des Palestiniens pour y forger leur avenir, pour essayer d'y forger un havre de paix, de réconciliation, un havre pour bâtir ce futur que nous espérions. Donc, de 1995 à 2023, nous avons tout fait pour essayer de faire en sorte que Gaza puisse servir
de laboratoire de coexistence pour que nous puissions envisager demain ce que nous appelons tous de notre vœu. Parce que appeler à la paix, appeler à des négociations, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons fait en 1993. Nous avons été très loin. Nous avons pris des risques. Et c'est parce que nous avons pris ces risques que le 7 octobre a eu lieu. C'est parce que nous avons pris les risques de la cohabitation, parce que nous avons pris les risques de libérer des territoires, de nous désengager, parce que nous avons pris les risques d'autoriser l'entrée d'armes sur ce territoire pour mettre en place la police palestinienne, parce que nous avons confié les clés de ce territoire aux Palestiniens pour qu'ils y forgent leur destin. Ils ont fait le choix d'y mettre en place une organisation terroriste parce que le Hamas n'a pas pris le pouvoir tout seul. Il a d'abord été élu avant d'avoir éliminé de là-bas le Fatah, et ensuite il s'est installé et a créé... Et il faudra voir désormais, Daniel Saada, pardonnez-moi, si les Israéliens sont prêts désormais et à l'avenir à prendre le même risque concernant la Judée-Samarie. C'est exactement le point auquel je voulais arriver. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu changé les termes de votre question pour essayer de comprendre l'avenir. Comment allons-nous réagir après le 7 octobre ? Maintenant que nous savons que lorsque nous libérons un territoire, que lorsque nous nous désengageons, que lorsque nous faisons confiance, que lorsque nous prenons des risques, eh bien voilà ce qui peut arriver. La pire des barbaries, le pire des pogroms. Vous savez, ce qui s'est passé le 7 octobre nous interpelle non seulement sur l'histoire, le patrimoine que nous avons forgé au cours de ces 75 dernières années, le patrimoine de l'histoire d'Israël, mais je crois que c'est aussi l'histoire juive, l'histoire du peuple juif qui a été convoquée ce 7 octobre. Parce que comment ne pas penser aux pogroms, comment ne pas penser à ces actes barbares qui avaient lieu en Europe de l'Est tout au long de l'histoire du peuple juif et qui ont conduit à l'idéal sioniste pour que nous puissions avoir notre État pour nous y défendre. Donc je crois que tout cela se mélange et je n'ai pas la réponse à la question, mais je suis convaincu que tous ces éléments sont pris en compte aujourd'hui par l'ensemble des Israéliens. C'est la raison pour laquelle aussi bien le leader du parti Kahol Lavan, Benny Gantz, que le Premier ministre actuel, chacun aujourd'hui tire les leçons de ses propres responsabilités parce que nous comprenons aujourd'hui les enjeux que peuvent représenter la prise de risque pour essayer d'avancer vers la paix. Daniel Saada, je rappelle que vous êtes l'invité ce soir de Géopolitique Le Mag, que vous êtes diplomate israélien et que vous avez été notamment ambassadeur par intérim d'Israël en France en 2021. Au regard des moyens employés le 7 octobre, est-ce qu'il vous paraît évident que l'Iran soit à l'origine, soit la main directrice du Hamas dans ces attaques? Pour le moment, l'administration américaine considère au moins publiquement que Téhéran n'est pas directement derrière cette attaque, même si on se demande, et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, si cette lecture américaine, qui a été d'ailleurs partagée ces derniers jours auprès des capitales européennes, si cette lecture américaine ne doit pas en fait être prise avec des pincettes pour être réinscrite dans l'équation stratégique à laquelle s'attelle actuellement Washington pour éviter une escalade régionale. D'abord, il me semble que beaucoup de leaders européens, y compris le président de la République française, ont évoqué clairement le régime iranien dans ses responsabilités. Vous savez, le Hamas n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas un volcan qui s'est réveillé après des dizaines ou des milliers d'années. Le Hamas, c'est le résultat d'une idéologie et de moyens financiers, logistiques et militaires. Ces moyens ne tombent pas du ciel. Vous savez, nous partageons exactement le même ciel avec la bande de Gaza. Nous n'avons jamais vu tomber du ciel des missiles ou à part ceux qu'on lance sur nos localités civiles, évidemment. Mais je veux dire par là que sans l'Iran, le Hamas n'existerait pas. Sans l'Iran, le Hezbollah n'existerait pas. S'il n'y avait pas l'Iran, s'il n'y avait pas l'agenda militaire, l'agenda stratégique et l'agenda politique de l'Iran, le Hamas n'aurait pas pu lancer son opération. Deuxième élément, pour répondre à votre question, je vous invite à lire les déclarations du patron des gardiens de la Révolution aujourd'hui, ce matin, qui a déclaré « Nous avons donné un coup sévère le 7 octobre, mais si Israël se lance dans une aventure terrestre dans la bande de Gaza, nous l'effacerons. » Donc, nous avons eu un pogrom, et maintenant, il nous menace de Shoah, il nous menace de destruction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est l'Iran qui le dit. Troisième élément, la question que tous se posent, que nous nous posons tous, pourquoi le 7 octobre ? Pourquoi avoir agi le 7 octobre ? Pourquoi cette opération ? Pourquoi à ce moment-là ?
Eh bien, je crois qu'un des éléments de la réponse, c'est l'agenda politique et stratégique de l'Iran. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quelques jours avant le 7 octobre. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui monte à la tribune des Nations Unies avec cette carte de la région qui présente un nouveau Moyen-Orient avec l'accord imminent que nous apprêtions à négocier avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, et qui permettait justement d'écarter complètement la menace iranienne de la région. Mais voilà, vous avez la réponse. Vous avez la réponse à la question pourquoi cette opération. Exactement d'ailleurs, comme dans les années 90, au moment du processus d'Oslo, le Hamas a tout fait pour essayer de nuire à la réconciliation israélo-palestinienne qui était en cours. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Rappelez-vous des propos de Yasser Arafat lui-même, qui a accusé le Hamas. Si M. Mélenchon ou Mme Panot ou d'autres responsables politiques ont des difficultés à caractériser le Hamas d'organisation terroriste, je les invite tout simplement à revoir les images d'une interview que le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, avait accordée à la chaîne de télévision France 2 en 2005, au moment où le Hamas perpétrait des attentats dans les villes israéliennes pour essayer de nuire au processus de réconciliation qui était en cours. Arafat disait clairement, répondait à la question, le Hamas est une organisation terroriste. Il est l'ennemi d'Israël, il est l'ennemi des Palestiniens, il est l'ennemi de la paix. Je vous invite à retrouver ces propos. Ils sont cités aujourd'hui dans le Canard enchaîné de cette semaine. Toute petite parenthèse avec vous, Daniel Saada, puisque vous évoquez aussi la manière dont cette guerre est suivie en France avec les déclarations assez stupéfiante de la France insoumise, de la plupart des leaders de la France insoumise. Est-ce que vous considérez que, avec cette question-là qui intervient alors que l'émotion est malgré tout assez vive dans le pays, que des élus de la République puissent, et des députés notamment, puissent ne pas condamner avec les mots qu'on aurait attendus le terrorisme du Hamas, est-ce que ça vous inquiète et ça dit quelque chose aussi de la manière dont certaines forces politiques peuvent aujourd'hui nourrir l'antisémitisme en France ? J'évoquais tout à l'heure ce qui aboie à chaque fois que nous avons tenté de lutter contre le Hamas. Donc nous ne sommes pas surpris. Je ne suis ni stupéfait ni surpris. C'est par contre inquiétant pour la France de constater, comme vous le disiez, que des élus de la République puissent aujourd'hui évoquer ou ressentir des inhibitions à utiliser le terme de terrorisme pour des hommes qui rentrent... Je ne veux pas maintenant rentrer dans le détail des exactions qui ont eu lieu, mais nous savons tous les horreurs qui ont eu lieu. Donc le terme terrorisme semble même extrêmement faible, parce que je crois qu'il n'existe pas, comme l'avait dit notre poète national, Nachman Bialik, après le pogrom de Kishinev. On évoquait tout à l'heure les pogroms. Oui. Il avait évoqué, c'est avec une phrase qui restait très forte dans la conscience israélienne. Il avait dit, lorsqu'on avait eu les témoignages, parce que à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas les photos qui pouvaient être diffusées, mais nous savions les femmes enceintes éventrées, les bébés déjà massacrés, et Bialik avait eu cette phrase magnifique dans laquelle il avait dit « Comment pourrons-nous un jour venger la mort et le massacre de ces enfants ? Même le Satan ne l'a pas encore inventé, cette vengeance. » Donc oui, incontestablement, nous sommes face à ce terrorisme le plus abject, et il est très inquiétant, me semble-t-il, pour les valeurs de la République que vous évoquiez tout à l'heure. Il est très inquiétant que des élus ou des hommes politiques ou ceux qui se réclament de ces valeurs de la République puissent aujourd'hui avoir des doutes sur le terme terroriste et puissent essayer de trouver des justifications. De ce point de vue-là, je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, a eu des mots extrêmement clairs. Il a dit « Rien ne peut justifier ce qui s'est passé le 7 octobre, un point, c'est tout ». Avant de revenir justement à Emmanuel Macron pour la dernière partie de cet entretien, encore un mot sur l'Iran. Compte tenu de la responsabilité directe de l'Iran, semble-t-il, est-ce que de nouvelles sanctions diplomatiques contre la République islamique sont envisagées d'ores et déjà du côté israélien et du côté américain ? Vous savez, je crois que le 7 octobre était sans aucun doute un jour profondément ténébreux par rapport à ce qui s'est passé, mais je crois que de notre côté, cette journée a permis d'apporter énormément de clarté et énormément de lumière sur ce qui se passe au Proche-Orient et sur ce que nous disons, prétendons, demandons, revendiquons depuis tant d'années. Et peut-être aussi sur le nucléaire qu'on n'a pas encore évoqué.
qui est aussi l'autre dossier stratégique qui concerne beaucoup Téhéran. Vous savez, cela fait plus de 15 ans que nous menons notre combat contre l'Iran. Cela fait plus de 15 ans que nous mettons en garde les puissances occidentales, nos alliés américains y compris, pour les mettre en garde de la menace iranienne. Et lorsque vous vous souvenez, lorsque l'accord de Vienne avait été signé en 2015 et que nous avions mis en garde les faiblesses de cet accord parce que la question de l'arme nucléaire n'est pas le seul danger qui est aujourd'hui entre les mains de l'Iran. L'Iran, nous avons dit, il faut neutraliser l'Iran sur 3 volets. Sur sa capacité nucléaire, sur ses missiles balistiques et sur ses capacités de nuisance régionale. Nous avons dit, si ces 3 volets sont pris en compte, alors l'accord sera bon. Souvenez-vous du discours que le Premier ministre Netanyahou avait adressé au Congrès alors que le président Obama s'apprêtait à signer l'accord de Vienne. Nous avons dit, ce sont les 3 volets. Séparer ou ne nous occuper ou essayer d'affronter un seul de ces volets seulement fera de cet accord un accord extrêmement faible. Et aujourd'hui, depuis le 7 octobre, je crois que tout le monde a compris. On ne peut pas séparer la question nucléaire de la question balistique, de la question du soutien iranien aux organisations terroristes. C'est absolument impossible. L'un va avec l'autre. Ces 3 volets représentent le danger iranien et ce sont ces 3 volets qu'il faut affronter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une bien meilleure compréhension de la nécessité de prendre en compte ces 3 volets et je ne peux qu'espérer que dans les prochaines semaines, les négociations qui sont en cours ou qui vont se renouveler vis-à-vis de l'Iran puissent affronter ces 3 volets de la manière la plus sévère et la plus judicieuse possible. Avec l'activation de ces derniers jours des proxys iraniens dans la région, en Syrie, avec les forces Al-Quds, en Irak, avec les milices pro-chiites, au Yémen également, avec ces missiles envoyés par les Hutus, évidemment le Hezbollah au Liban, il va sans dire. Est-ce que vous considérez qu'on est vraiment plus très loin d'une escalade militaire régionale, ce qui expliquerait également pourquoi les Américains, semble-t-il, aient demandé un peu de patience aux Israéliens pour leur permettre de protéger, en tout cas c'est ce qu'on lit dans la presse, leurs forces armées dans la région. Nous sommes incontestablement devant une situation géopolitique et stratégique extrêmement complexe à cause justement de ce que j'évoquais tout à l'heure et qui n'a pas été pris en compte suffisamment du soutien iranien, de la mise en place de ces avant-postes iraniens dans la région, le Hezbollah au nord, au sud du Liban, au nord d'Israël, les groupes Al-Quds en Syrie, les brigades pro-iraniennes qui sévissent aujourd'hui en Irak, les Hutus au Yémen, etc., etc., etc. Donc nous avons aujourd'hui une situation qui est extrêmement complexe. Nous savons la dimension régionale de ce conflit. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, l'escalade que nous craignons tous n'a pas encore été déclenchée, mais nous sommes conscients qu'elle peut être déclenchée et nous exposer à une situation beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse à la fois pour la population civile israélienne, mais également pour nos capacités stratégiques et militaires, d'où l'intérêt de cette étroite collaboration avec les États-Unis, et notamment le volet stratégique et militaire de cette coopération, mais également ce que nous avons entendu du président de la République française et d'autres alliés qui aujourd'hui comprennent la nécessité de prendre en compte cette nécessaire coopération pour pouvoir affronter ce défi qui est aujourd'hui régional, bien au-delà de la bande de Gaza. Emmanuel Macron était dans la région mardi et mercredi, d'abord en Israël puis à Ramallah, avant de rejoindre la Jordanie et l'Égypte. D'abord sur la partie, vous avez évoqué déjà ce qu'il avait dit notamment en Israël, même si on parlera dans un instant sur la question, on reviendra sur le dossier de l'éventuelle extension du domaine d'action de la coalition internationale contre Daesh. Est-ce que vous avez été surpris de voir le président de la République rejoindre Ramallah pour rencontrer Mahmoud Abbas, qui a lui aussi mis beaucoup de temps à condamner, même si lorsqu'il l'a fait avec beaucoup de réserve, avant d'accuser Israël de génocide dans la bande de Gaza? J'ai tendance à penser que les propos les plus importants que le président de la République a tenus, ils ne sont pas à Tel Aviv, mais à Ramallah. D'où, je pense, l'intérêt d'avoir fait ce déplacement à Ramallah. Il a répété à Ramallah ce qu'il a dit à Tel Aviv. Il a répété à Ramallah le droit d'Israël à se défendre, le droit légitime d'Israël à se défendre. Il a répété à Ramallah ce qu'il a dit à Tel Aviv
en disant que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas seulement une page noire de l'histoire d'Israël, mais c'est aussi une page noire de notre propre histoire. Ce qui veut dire que la France s'approprie la dimension de la tragédie. Il a dit à Ramallah ce qu'il a dit à Tel Aviv, il a répété à Ramallah ce qu'il a dit à Tel Aviv, à savoir que le 7 octobre, ce qui s'est passé le 7 octobre et le combat du Hamas n'a strictement rien à voir avec la cause palestinienne et que la cause palestinienne ne peut en aucun cas justifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Et il a répété enfin à Ramallah ce qu'il a dit à Tel Aviv en piégeant le président de l'autorité palestinienne et en rappelant la nécessaire condamnation sans aucune réserve du terrorisme. Donc je crois que les propos qu'il a tenus à Ramallah et ce déplacement ont été extrêmement importants parce qu'on ne peut pas envisager d'avenir dans la région si on continue à tenir un double langage. Or, on peut peut-être reprocher à M. Macron certains éléments de langage qu'il a tenus, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenu un double langage. Il a dit à Ramallah ce qu'il a dit à Tel Aviv, avec force, avec conviction et avec beaucoup de courage. D'ailleurs, je vous rappelle que depuis mardi soir, il y a des actes anti-français en Cisjordanie. On arrache les portraits d'Emmanuel Macron et on brûle le drapeau français, ce qui montre bien que ce message de courage, de conviction, de condamnation du terrorisme ont été extrêmement clairs lorsqu'il s'est rendu à Ramallah. Et de mon point de vue, je crois que c'est un point très important. Un dernier mot sur sa proposition de permettre à la coalition internationale contre Daesh de lutter également contre le Hamas. Est-ce que ça vous paraît possible, intéressant? Le président Herzog israélien tout à l'heure a expliqué que cette idée était innovante et originale. Elle confirme d'abord ce que nous ne cessons de dire depuis tant d'années, qu'il n'y a aucune différence entre le Hamas, Daesh, Al-Qaïda et les autres mouvements islamistes radicaux et fondamentalistes. Ce n'est pas rien. Vous savez, en tant qu'ancien diplomate, moi qui ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de convaincre mes interlocuteurs dans les chancelleries occidentales du danger du Hamas, de sa proximité avec les autres organisations terroristes dites globales, je crois qu'entendre le président français proposer une telle proposition, soumettre une telle proposition, c'est une victoire, c'est un véritable succès. Le deuxième élément, quand vous me demandez si elle est intéressante, je ne sais pas parce que je ne suis pas compétent pour répondre sur la possibilité opérationnelle d'intégrer une telle coalition d'un point de vue opérationnel. Mais lorsqu'on parle de la lutte de la coalition internationale telle que celle qui a eu lieu contre Daesh, il ne s'agit pas seulement d'éléments proprement militaires. Il y a beaucoup d'autres volets. Il y a des volets juridiques, il y a des volets bancaires, il y a des volets financiers, il y a des volets de mouvement de personnes. Tous ces volets, si aujourd'hui nous obtenons une coopération dans le cadre d'une coalition internationale pour pouvoir lutter contre le Hamas, alors je crois que ce sera un point extrêmement important que nous aurons remporté, parce que si nous n'avons plus besoin d'aller supplier des autorités allemandes, anglaises, britanniques ou italiennes, lorsque nous apportons les preuves de mouvements bancaires en provenance de tel ou tel endroit dans le monde vers des comptes affiliés au Hamas, et que grâce à cette coopération qui sera mise en place, nous pourrons agir pour empêcher ces mouvements de fonds, parce que, comme dans tout, l'argent est le nerf de la guerre. Si nous asséchons le Hamas, si nous asséchons les sources de financement qui proviennent d'Iran par des circuits extrêmement compliqués, eh bien nous aurons déjà remporté un point. Et de ce point de vue-là, cette proposition de coopération me semble être extrêmement importante. La bataille sera longue, mais elle sera victorieuse contre le terrorisme. Merci beaucoup, Daniel Saada, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci encore d'avoir pris le temps de cet entretien sur Radio J dans cette émission Géopolitique Le Mag. On peut réécouter cet échange sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre page YouTube. Très bonne continuation à vous et à très bientôt sur Radio J.